Je vais reprendre là où j'en étais rendu pour le cours de traitement thermique. Donc, à la dernière capsule, j'avais complété ce qu'il y avait à dire sur les diagrammes TRC. Ben, pas tout à fait terminé. Il y a encore beaucoup de choses à dire concernant les diagrammes TRC, mais j'ai dit l'essentiel sur les diagrammes conventionnels TRC. Ce que je vais faire dans cette capsule-ci, je vais tout simplement expliquer comment les diagrammes TRC ont été construits. Et puis, en deuxième lieu, à travers cette même capsule-là, je vais aborder aussi un autre type de diagramme TRC qu'on appelle les diagrammes TRC modifiés, qui rendent plus simple l'interprétation des transformations par la plupart des utilisateurs dans l'industrie. Donc, comment on en arrive pour obtenir les courbes de diagramme TRC? Les groupes TRC, habituellement, les courbes TRC sont obtenues à l'aide d'une technique qui s'appelle courbe de dilatométrie, qui permettent de prévoir, à partir d'un début de transformation, à partir d'un refroidissement, prédire le temps et la température pour lesquels chaque transformation va débuter et se terminer. Pour comprendre les courbes de la méthode de dilatométrie, il faut faire un petit rappel. Le réseau cubique centré, qui est en l'occurrence la ferrite pour les aciers, et le réseau quadratique centré, qui est la martensite, qui est un réseau cubique centré déformé dans une direction, comme on l'a vu précédemment, sont moins compacts que les réseaux cubiques à face centrée, en l'occurrence le sténite. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une transformation à l'état solide de l'acier, qui est une transformation allotropique, donc quand l'acier passe de cubique centré à cubique face centré ou inversement, c'est accompagné par un changement de volume. En effet, il faut se souvenir que le réseau cubique face centré il est plus compact, donc il contient plus d'atomes de fer pour un volume donné que le réseau cubique centré. De sorte que lorsqu'il y a une transformation allotropique du fer, il faut donc s'attendre à un changement de volume ou à une déformation du matériel. Donc, je vais expliquer comment on en arrive, par exemple, à obtenir cette courbe, ce diagramme TRC. On va utiliser des refroidissements pour... On sait que lorsqu'on suit une courbe de refroidissement qui passe à travers les lignes de transformation, on obtient à la fois la température de transformation et le temps écoulé après le début du refroidissement. Si on observe par exemple la courbe 12, qui est un refroidissement très très lent, ben on sait que dans ce cas-là, la transformation va débuter à un petit peu au-dessus de 700 degrés C, autour de 723. Et à un temps, si on lit sur l'échelle de temps, on tombe à peu près à quelque part autour de 1h30. Donc l'apparition de la ferrite s'amorce à partir de l'austenite de départ. Et un peu plus tard, puis pour une température un peu plus basse, l'austenite pas encore transformé va éventuellement se transformer en perlite de par la réaction étectoïde. Donc, je vous présente ici immédiatement ce que vous voyez à droite, c'est la courbe de dilatométrie qui a été obtenue au départ et qui a servi ensuite à fixer les points de début et de fin de transformation concernant le refroidissement, une vitesse de refroidissement qui est concernée par la courbe numéro 12 dans le diagramme qui est pris en exemple ici. Donc, ce qui est arrivé donc au départ, c'est que il y a deux courbes de dilatométrie. Il y en a une qui concerne le chauffage, puis il y en a une autre qui concerne le refroidissement. Donc, considérons d'abord un acier tel que représenté par le diagramme TRC, qui est chauffé à haute température, donc de manière à aller chercher 100% d'austenite. Donc, à partir du point A, qui est la température qui pourrait correspondre à la température ambiante, donc l'acier est réchauffé. Au départ, on considère que l'acier est à l'équilibre, donc ferrite et perlite.
donc d'où le symbole alpha plus P qui est la perlite, qui se réchauffe pour finalement atteindre le point B. Point B qui est le début de transformation, la température qui correspond à la température de début de transformation. Chose à remarquer, dans les courbes de dilatométrie, l'axe horizontal est l'axe de température. Donc, c'est la température en degrés C. Tandis que l'axe vertical, c'est le changement de volume ou l'élongation de l'échantillon. Donc, ce que vous remarquez, c'est que quand on élève la température, lorsqu'on se déplace vers la droite sur le diagramme de dilatométrie, ben, ce qu'on remarque, c'est que le volume change. Le delta L, qui est l'allongement, donc l'échantillon s'allonge. Ce qui est tout à fait normal. On sait que les matériaux, lorsqu'ils se réchauffent, ils se dilatent. Donc l'acier ne fait pas exception. Donc il y a une dilatation qui est mesurée. Donc c'est pour ça que la courbe, au fur et à mesure que la température est plus élevée, la valeur du delta L augmente en même temps. Excusez. Et ce jusqu'au point B. Et au point B, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on atteint la transformation de la ferrite et perlite en austenite. Donc le début de transformation qui s'effectue à une température un petit peu, dans ce cas-ci, dans le cas de cet acier-ci, ça va s'effectuer à autour de 700 degrés C. Donc aussitôt que la température atteint 700, donc la ferrite et la perlite de départ commence à se transformer en austenite. Donc la cémentite de la perlite se décompose, la molécule de carbure de fer se décompose, se défait, et le carbone va aller diffuser et aller se loger dans les nouveaux sites octaédriques de la nouvelle austenite qui est apparue. Et ça va se dérouler progressivement entre la température d'environ on pourrait dire autour de 700 degrés C, jusqu'à environ un petit peu dépasser 710, là, à peu près au niveau de 720-730 degrés C. Donc on le voit ici, la pente descend. On est dans la section pour laquelle la ferrite et la perlite de départ se transforment en austenite. Et on voit que la courbe descend. Donc malgré que la température continue de monter, parce qu'on se déplace encore vers la droite, on voit que le delta L, il s'abaisse. Donc, l'échantillon perd du volume entre B, donc à partir de B, autrement dit, et jusqu'à C. Donc, le C, c'est le creux qu'on atteint à une température un peu plus élevée. Donc, aussitôt que le point B, autrement dit, l'inflexion, là, ça monte, et ensuite, ça descend. Ce point de bascule, si on pourrait l'appeler ainsi, le point B, ben, c'est la température correspondant au début de transformation de ferrite perlite à austenite. Et le point C se termine la transformation. Donc, lorsqu'on atteint le point C, une température un peu plus élevée, le delta L atteint sa valeur minimum. Donc, à ce moment-là, on a 100% d'austenite de formé. Et pourquoi que le DTL a baissé? Bien, comme on l'a dit tout à l'heure, à la diapo précédente, l'austenite prend moins de volume. C'est un réseau qui est plus compact que le réseau cubique centré. Donc, on a, au point C, atteint 100% d'austenite. Et ensuite, la température recommence, elle continue à monter tout le temps. Parce que quand on va dans l'austenite, là, on chauffe à quelques dizaines de degrés au-dessus de la ligne de transformation pour s'assurer qu'on ait une solubilité complète du carbone dans l'austenite suffisamment rapide et complète, justement. Et donc, là, on continue à monter en température, on a 100% austenite, et là, le DTL recommence à grimper. Donc, la pente redevient ascendante. Pourquoi? Parce que l'austenite étant un matériau en tant que tel, lorsqu'on le réchauffe, bien, il se dilate. Donc le delta L augmente. Jusqu'au point D. Et le point D, c'est la température visée de mise en solution
dans l'austenite lors du traitement thermique. Donc, on sait qu'il faut maintenir pendant un certain temps. Et là, ensuite, on va suivre l'évolution du refroidissement. Donc, on va suivre l'autre courbe. Donc, on part du point D. Et là, on refroidit la pièce. On la sort du four. Et donc, là, on a 100% austenite au départ. Donc, là, à partir de D, on descend. La température descend. Et le delta L s'abaisse aussi. Parce que l'austenite, c'est un matériel qui se contracte lorsqu'il se refroidit, comme tous les autres matériaux. Donc, perte de volume, perte du delta L, perte d'allongement, jusqu'à E. Et au point E, parce que le delta L, il est mesuré comment? Par des jauges de contrainte qu'on applique directement sur le matériel pendant tout le traitement thermique. Donc, c'est ça. Les jauges de contrainte, ce sont des fils électriques que l'on colle sur un échantillon et on mesure en tout temps le courant électrique qui passe, la tension électrique. On fait passer un courant pour mesurer la tension. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les fils sont soumis à une contrainte ou lorsqu'ils se déforment, en subissant une contrainte, le courant électrique varie. On appelle ça des jauges de contrainte. Donc, c'est avec ces jauges-là qu'on mesure la déformation de la pièce en acier durant tout le traitement thermique. Et au point E, à une certaine température, un peu en deçà de 710 degrés C, à peu près à 710 degrés C finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'échantillon cesse de se rétrécir et il commence à s'allonger. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à cette température-là de 710, ça veut aussitôt dire que l'austenite commence à se transformer en ferrite. Parce que l'échantillon recommence à gagner du volume. Le delta L remonte. Ça veut donc forcément dire que c'est la ferrite qui a commencé à apparaître, qui est responsable, parce qu'il est moins compact, qu'il est responsable à l'allongement de l'échantillon lors du refroidissement. Et on enregistre cet allongement-là jusqu'à l'atteinte d'une autre température plus basse lors du refroidissement, 670 degrés C. Au point F, donc à 670 degrés C, la jauge de contrainte cesse de mesurer un allongement. Ça veut aussitôt dire que tout l'austenite a été transformé en ferrite et en perlite. Parce qu'à partir du point F, l'échantillon recommence à se contracter. Donc, ça veut dire que l'austenite est disparu. Parce que l'échantillon cesse de se dilater. Donc, on sait que la transformation d'austenite à ferrite et perlite est accompagnée d'une dilatation, d'une augmentation du DTL. À partir de la température et au moment où on ne note plus d'augmentation de dilatation, forcément, c'est parce qu'il n'y a plus d'austenite qui se transforme en phase d'équilibre, donc tout l'austenite a été transformé. Donc au point F, à la température exactement de 170 degrés C, ben, à un temps donné, on sait que toute la ferrite et la perlite a été apparue. Ce qui fait que, à l'aide du point E et du point F, le point E correspond, là si on regarde, là, si vous déplacez votre œil vers l'autre diagramme en suivant la courbe 12, donc, et là vous voyez que la courbe 12 finit par croiser le solvus, la courbe de début de transformation, à un temps d'à peu près 1h30 pour une température de 710. Et voilà, c'est la température de 710. Donc, ceux qui ont fabriqué le diagramme, ils ont noté qu'à 710 degrés C, à un temps donné après le début du refroidissement, parce qu'ils enregistrent le temps aussi, donc ils ne font, la courbe de dilatométrie permet d'obtenir la température pour laquelle la transformation débute. Et là, ce qu'ils vont faire, parce que là, il faut s'imaginer que les courbes ne sont pas là encore, ils vont mettre sur le diagramme un point au temps pour lequel ils ont l'appareil, le lecteur de jauge a cessé de lire une contraction. Et ils vont noter la température pour laquelle c'est arrivé. Et puis ils vont fixer
un point à 710 degrés C, 1h30. Disons que c'est à 1h30 là, après le début du refroidissement. Donc ça fait un point, ok, sur le diagramme qui correspond au croisement de la courbe de refroidissement à 1h30, 710. Et ensuite, ils vont enregistrer un peu plus tard la température de 670 degrés. Donc, ils vont prendre le temps pour lequel et noter la température pour laquelle la jauge de dilatation cesse de mesurer un allongement. Donc, ils vont mettre un deuxième point qui correspond à la fin de transformation. Et on va faire ça pour plusieurs vitesses de refroidissement. On va répéter l'expérience. Par exemple, avec la courbe numéro 8. Donc la courbe numéro 8, identifiez-la bien, là. On voit qu'avec un refroidissement correspondant à la courbe numéro 8, on fait apparaître à peu près un peu de tout, là. On passe à travers la ferrite, la perlite, la bénite, puis ensuite la martensite. OK? Donc, regardez la courbe de dilatométrie. Là, je ne répéterai pas pour la courbe de chauffage parce que c'est toujours la même chose. Par contre, au refroidissement, ça va être différent du cas précédent. Donc, vous voyez que l'allure de la courbe de refroidissement elle est différente sous la courbe de dilatométrie. Donc, on part de D. Donc, le refroidissement s'effectue. Et à 675 degrés C, après un temps donné, le lecteur de jauge nous indique qu'il y a un arrêt de la contraction. La pièce, là maintenant, le lecteur de jauge, à partir de 675, mesure une dilatation. Vous voyez, le segment entre E et F, là, il ne descend plus, là, il remonte. Là, on est en refroidissement, ça fait qu'on lit vers la gauche, là. La température baisse. Ça fait que de E à F, ça grimpe. On lit de droite vers la gauche. C'est sûr que si on lit de gauche vers la droite, ça baisse, mais là, on est en refroidissement. Donc, sur l'échelle horizontale, on baisse la température, là. Donc, on voit qu'il y a une remontée. Donc, le delta L s'allonge un peu, il augmente. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, la ferrite primaire commence à apparaître. Donc, il y a apparition de ferrite primaire et de perlite. Ensuite, à 585 degrés C, le lecteur de jauge nous indique que l'échantillon cesse de s'allonger et au contraire, on s'en va dans l'autre sens, que l'échantillon recommence à se contracter. Ça veut dire quoi ça? C'est qu'entre F et G, il ne se passe rien. Donc, on est dans la zone. Si vous suivez la courbe 8, là, on a formé de la ferrite. Ensuite, on rentre dans la zone ombragée qui est la perlite. Et quand on sort de la courbe de fin de transformation, on rentre dans une zone no man's land. Il n'y a rien qui se passe. Et là, on laisse refroidir. Donc, entre F et G, c'est un mélange austenite, ferrite, perlite qui se contracte dû à la baisse de température. Il n'y a pas de transformation, là. On a la ferrite et la perlite qu'on a formées vont rester, mais il reste encore de l'austenite à transformer, mais elle ne se transforme pas entre F et G. Donc l'échantillon se contracte. Et ensuite, à 480 degrés C, tel qu'enregistré par le lecteur de jauge, le lecteur de jauge mesure un arrêt de la contraction et ça recommence à dilater. Vous voyez qu'entre G et H, ça remonte, en se déplaçant vers la gauche, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, l'austenite qui reste, elle se transforme. En quoi? En bénite. La bénite, c'est un mélange de ferrite et de cémentite, donc il y a nécessairement une dilatation associée à l'apparition de la bénite à partir d'austenite. Donc ça se dilate, le delta L augmente avec la température qui baisse. Donc là, on sait qu'à 480, que la bénite commence à apparaître. Si vous lisez dans le diagramme, suivant la courbe numéro 8, c'est à peu près ça que ça donne, là. Donc la courbe numéro 8, elle rentre dans la domaine bénétique. Si vous lisez horizontalement, ça correspond à 480 degrés C. Ça vient d'où ce 480? Ben, c'est la température auquel était l'échantillon pour lequel le lecteur de jauge a commencé à cesser de lire
une contraction et qu'il a commencé à lire une dilatation. Et ça va se produire jusqu'à H. Et à H, pour 360 degrés C, le lecteur de jauge, à partir de cette température-là, cesse d'enregistrer une dilatation et oups, ça reprend de l'autre côté, ça recommence à se contracter. Donc, entre H et I, ça baisse. Vous voyez que le delta L, il s'abaisse. Il ne se passe plus rien. Donc, le mélange bénite, ferrite, perlite et l'austenite pas encore transformé, ben, ça refroidit tout ça, fait que ça se contracte. Et ça jusqu'à I, à 285 degrés C, où là, le lecteur de jauge, à cette température-là, recommence à lire une dilatation. Ça veut donc dire que l'austenite restante s'est transformée, est en train de commence à se transformer, et là, ça va être en martensite. Parce que la martensite prend plus de volume que l'austenite aussi. Même qu'elle en prend plus que la ferrite et la perlite. Donc, ça recommence à monter, le delta L. Donc, on sait que c'est à 285 degrés C que la martensite commence à apparaître. Et ça va se produire jusqu'à J, où là, on va atteindre le MF, la fin de transformation martensitique. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là, vous voyez que chaque point d'inflexion permet de connaître la température pour lesquelles chacune des transformations commence. Et en parallèle à ça, on a aussi un chronomètre. On part le chronomètre au début du refroidissement, fait qu'on associe chaque température d'inflexion avec le temps. Ça donne un point sur le diagramme TRC. Et là, on va faire ça pour plusieurs vitesses de refroidissement. J'ai un autre exemple ici, là. Pour un refroidissement rapide, tel que le montre la courbe numéro 1. La courbe numéro 1, un refroidissement très rapide, une trempe à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, une courbe dilatométrique relativement simple. Donc, on part de D, et là, on baisse. On a l'austenite qui perd du volume. Le delta L baisse. On s'en va vers des températures plus basses. Puis là, ben, jusqu'à 320 degrés C, au point E, là, le lecteur de jauge détecte une baisse. Ça ne se contracte plus. Ça ne se contracte plus. Le lecteur de jauge commence à lire, au contraire, une dilatation à partir de 320. Donc, c'est forcément, ça, c'est l'austenite qui se transforme en martensite. Jusqu'à une température MF, proche de l'ambiante, au point F, où la transformation martensitique cesse. Donc, ça a permis d'aller chercher la température de 320, qu'on place aussi sur le diagramme avec le temps correspondant. Donc, c'est comme ça que les diagrammes TRC sont construits. Donc, c'est un travail de moine parce que il faut faire l'expérience pour plusieurs vitesses de refroidissement différentes. Et là, ensuite, on a plusieurs points qu'on relie entre eux. Donc, on va relire entre eux les courbes de début de transformation ferritique. On va relire entre eux la courbe de début de transformation perlitique. Relire entre eux les points qui nous ont donné la courbe de fin de transformation perlitique. On va relier entre eux aussi tous les points de début de transformation bénétique, fin de transformation bénétique, et finalement la ligne du MS qui symbolise le début de transformation martenstique. Donc, c'est un long travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, on a des diagrammes TRC pour la plupart des aciers vendus industriellement. C'est le fruit de plusieurs années d'expérience de la part d'entreprises, aussi d'agences spécialisées, d'entreprises spécialisées qui ont travaillé à obtenir ces courbes de transformation-là pour aider les utilisateurs lors des traitements thermiques. Donc, ces courbes de TRC-là ont commencé à être développées là, à partir à peu près un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on développe de nouveaux aciers, ben, on développe les courbes TRC de cette façon-là, par courbe dilatométrique. Maintenant, je vais donner quelques caractéristiques des diagrammes TRC par rapport au diagramme TRI qu'on avait étudié au préalable. Je fais remarquer que dans les groupes TRC,
euh, la ligne MS, elle est droite pour des vitesses de refroidissement lentes, c'est-à-dire élevées, mais que la température MS s'abaisse pour des vitesses de refroidissement plus lentes. Donc, vous voyez que le MS, la frontière MS, est toujours en forme de bâton de hockey dans le diagramme TRC. OK? Donc, à partir, autrement dit, là, l'inflexion correspond avec le début de la courbe de transformation bénétique. Là. Donc, diminution de la température du MS à des taux de refroidissement lents. Plus la vitesse de refroidissement en continu elle est lente, plus la transformation martensitique va avoir lieu à une température d'autant plus basse. Donc, ça, c'est pas tenu en compte dans les diagrammes TRI. Dans les diagrammes TRI, le MS, là, il n'y a pas toujours une ligne droite horizontale. Parce que les diagrammes TRI ne prédisent que le refroidissement isotherme. Ils ne prédisent pas correctement le refroidissement continu. Les diagrammes TRC, eux, prédisent, entre autres, que lors d'un refroidissement continu, la température du MS va s'abaisser. Donc, pourquoi que c'est comme ça? Ben, parce qu'il faut regarder, en réalité, là, le carbone, le taux de carbone, c'est lui qui a la plus grande influence sur la température MS. Plus le carbone est concentré dans l'austenite, plus la température du MS est basse. Parce que le carbone, lui, il maintient l'austenite en place. Il rend plus difficile la réorganisation des atomes de fer pour la transformation allotropique de cubique face centré à cubique centré. Donc le carbone retarde, c'est un retardateur de la transformation d'austenite à martensite. Donc s'il y a plus de carbone dans l'austenite, ben le MS va être plus bas. Donc, quand on compare des diagrammes TRC d'un acier bas carbone avec un haut carbone, on remarque que les aciers à faible teneur en carbone, le MS est très élevé en température. Et plus on ajoute du carbone, plus on considère un acier à haute teneur en carbone, plus le MS il est rabaissé. Et pourquoi que pour un même acier, la température du MS est modifiée? Mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsque le refroidissement il est lent, très lent, l'austenite qui reste lors des transformations, elle s'enrichit en carbone. Comme par exemple, si on suit la courbe 3 sur le diagramme que vous voyez ici. Donc là, au début, on a de l'austenite instable à partir de 800. Et là, ce qui arrive, c'est que déjà, là, entre 800 degrés C et environ 650 degrés C, pendant tout le moment et la gamme de température pendant laquelle on a 100% austenite instable, déjà là, l'acier se divise en deux parties. Il y a des grains d'austenite qui rejettent du carbone, puis il y a d'autres grains d'austenite qui font l'inverse, qui accueillent le carbone. Donc, il y a des zones dans l'acier qui s'enrichissent en carbone, puis d'autres zones qui s'appauvrissent en carbone. Puis, du coup qu'on atteint la ligne de début de transformation d'austenite à ferrite, bien là, ce sont les zones appauvries en carbone qui vont être capables de se transformer en ferrite, parce que la ferrite, pour apparaître, elle a besoin de ne pas avoir de carbone. Elle n'est pas capable de dissoudre le carbone. Donc, au départ, là, ça se fait par étapes. Là. Il y a donc des zones d'austenite qui vont être destinées à se transformer en ferrite en premier. Ces zones-là vont se débarrasser du carbone, vont le faire diffuser ailleurs. C'est ces zones-là qui vont se transformer en ferrite. Et aussi, plus tard, en perlite, au grain, dans les joints de grain, à partir des joints de grain. Ce qui fait que, lorsqu'on suit la courbe, ben, quand on a encore de l'austenite qui reste, qui n'est pas encore transformée, là, quand on a fini de faire de la ferrite et de la perlite, mais là, la courbe, j'ai pas pris la bonne courbe pour expliquer ça parce que la courbe 3 ne fait pas de martensite. Je vais prendre la courbe 2. Tiens. Donc, quand je prends la courbe 2, on fait de la bénite. La bénite va se former à partir de la ferrite appauvrie en carbone. Donc, là, quand on fait la bénite et qu'on termine d'en faire, ben, l'austenite qui n'est pas encore transformée, elle s'est enrichie en carbone pour être capable de faire la ferrite dans la bénite. Ce qui fait que l'austenite qu'il y a à 270 degrés C, lorsqu'on suit la courbe 2, lorsqu'on arrive à la frontière bénite-martensite,
La teneur en carbone de l'austenite pas encore transformée n'est pas la même que la teneur en carbone dans l'austenite au début du refroidissement. Elle est plus riche. Donc, puisque la hauteur, la température de début de transformation métallique s'abaisse avec la teneur en carbone dans l'austenite, il faut donc que le diagramme TRC prédise qu'il y a plus de carbone dans l'austenite. Elle s'est enrichie, donc la transformation MS va avoir lieu plus bas. Donc c'est pour ça que la droite baisse. Et elle baisse d'autant plus que le refroidissement est plus lent, parce que quand le refroidissement est plus lent, l'austenite restante est de plus en plus riche en carbone. Donc le MS baisse continuellement avec la lenteur du refroidissement. Et vous remarquez que euh, dans les temps courts, pour des vitesses de refroidissement élevées, la ligne MS demeure horizontale. Pourquoi? Parce que le refroidissement est trop rapide pour que le carbone ait le temps de diffuser puis de créer des zones d'austenite riches en carbone puis des zones d'austenite appauvries en carbone. Fait que pour des vitesses de refroidissement élevées, le carbone n'a pratiquement pas le temps de diffuser. Donc, la teneur en carbone demeure la même entre 800 degrés C et 310. Donc, la température émise demeure stable, peu importe la vitesse de refroidissement c'est tout le temps des vitesses rapides de refroidissement, mais c'est des gammes de vitesses pour lesquelles le carbone n'a pas eu vraiment le temps de diffuser. Donc, la teneur en carbone dans l'austenite n'a pas le temps de changer entre 800 et 310 pour des vitesses de refroidissement élevées. Autre caractéristique des diagrammes TRC, n'existant pas sur les diagrammes TRI, malgré que ça n'existe pas vraiment non plus sur les diagrammes TRC, mais c'est un phénomène qu'on voit de temps en temps chez certains aciers. Donc, la présence inattendue de ferrite pro-eutectoïde ou primaire, donc la première ferrite qui apparaît, là, dans les aciers à haute teneur en carbone. Donc, quand on parle d'acier à haut carbone, c'est-à-dire les aciers hyper-eutectoïdes, les aciers en haut de 0,8% de carbone. Donc, lorsqu'on fait refroidir un acier là, à haute teneur en carbone, qu'est-ce qu'il nous dit le diagramme d'équilibre? Ben, si on le fait refroidir lentement, le diagramme nous dit que l'austenite de départ commence à se transformer en cémentite primaire. Et l'austenite qui reste, ça se transforme en perlite. On n'est pas supposé avoir de ferrite pro-eutectoïde ou de ferrite primaire. Mais ça va arriver quand même pour les aciers à haute teneur en carbone qui subissent des traitements thermiques. Ça va arriver quand? Ben, mettons, vous considérez un acier à 1% de carbone. Ben, ce qui arrive, c'est que la cémentite primaire qui est déjà présente dans l'acier est très difficile à dissoudre là, au chauffage. De sorte que la majorité du temps, quand on fait un traitement thermique sur un acier à haute teneur en carbone, ben, on n'a pas avantage à dissoudre tout le 1% de carbone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre juste 0,7 à 0,8 gros max de carbone du 1%. Pourquoi? Parce que la dureté de la martensite, elle atteint son maximum à environ à 0,7. Donc, ça ne donne rien de dissoudre dans l'austenite la différence, c'est-à-dire entre 1 et 0,7. Ça ne donnera pas une martensite plus dure. Donc, puis d'autant plus que la cémentite, la différence entre 1 et 0,8, c'est la cémentite primaire. Elle est beaucoup plus difficile à dissoudre. Donc, on n'aura pas intérêt à la dissoudre parce que ça ne donnera pas une plus grande résistance mécanique de toute manière. Ce qui fait que dans l'austenite qui est dissous, on peut avoir 0,7 carbone. Donc, lors du refroidissement, étant donné que l'austenite contient 0,7 carbone après la mise en solution, on est en composition hypoeutectoïde dans la partie austenitique. Donc, autrement dit, lorsqu'on refroidit, on sort la pièce du four. C'est quoi la situation de l'acier? Ben, on a de la cémentite primaire, puis on a de l'austenite à, disons, 0,7. Fait que quand on refroidit, la cémentite primaire, elle ne se transforme pas, elle. Elle reste cémentite primaire. Par contre, lorsqu'on refroidit, l'austenite à 0,7, lui, ben, il est à 0,7. Il est en bas de 0,8. Donc, lors du refroidissement, si le refroidissement n'est pas trop rapide, ben là, la ferrite va pouvoir apparaître. Parce que c'est comme si on avait un acier à 0,7. Donc, hypoeutectoïde. Donc, on devrait avoir l'apparition de ferrite. Donc, c'est dû au fait qu'on n'a pas dissous tout le carbone dans l'acier. On n'a pas dissous jusqu'à 0,8.
Donc, les aciers à outils, qui ont majoritairement, ce sont les aciers outils, là, pour la grande majorité, on est dans des aciers hyper eutectoïdes pour aller maximiser la dureté et la résistance à l'usure. Ça prend beaucoup de carbone. Donc, les aciers à outils sont souvent sphéroïdisés pour faciliter leur usinage. Ça, c'est un traitement thermique de recuit qui permet de mettre les carbures en boule. C'est beaucoup plus facile à usiner comme ça. Donc, par contre, la cémentite en globule est plus difficile à dissoudre que la cémentite en lamelles. Donc, on va voir beaucoup de ferrite primaire ou protectoïde dans des aciers-outils qui ont dû recevoir un traitement thermique avant un usinage qui a fait en sorte que le carbure a été mis en boule. Mais du coup que l'usinage est terminé, puis qu'on va aller rechercher les protéines mécaniques donc pour une trempe, ben, la cémentite qui a été mise en boule là, est très très difficile à dissoudre. Donc de sorte qu'on se retrouve avec de l'austenite à composition hypoeutectoïde. Donc c'est dans ce temps-là qu'on va se retrouver avec de la ferrite primaire souvent dans des aciers-outils qui ont été sphéroïdisés et ensuite retraités thermiquement. Maintenant, ce que je vous montre ici, c'est un diagramme TRC, mais là, vous remarquez que le diagramme, il ressemble pas tout à fait au diagramme TRC que je vous ai présenté à venir jusqu'à maintenant. En effet, c'est un diagramme TRC dit modifié. Donc, il est modifié. Donc, on travaille de manière différente avec ce genre de diagramme-là. Ce sont des diagrammes qui sont simplifiés. Ils sont modifiés. Ils ont été simplifiés dans leur utilisation par rapport au TRC conventionnel. Donc, la raison, c'est que certains utilisateurs dans l'industrie, qui ne sont pas tous des experts en traitement thermique, eux, ils trouvaient les diagrammes TRC un petit peu trop complexes à utiliser. Fait les concepteurs ont proposé une autre version qui était peut-être plus simple à utiliser. Pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts en traitement thermique. Donc, comment ça fonctionne, ce diagramme-là? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les aciers, il y a trois milieux de trempe utilisés. Il y a l'air, l'eau et l'huile. Okay? Donc, en industrie, on utilise l'air, c'est pour les aciers à très forte trempabilité. Ensuite, les aciers à très faible trempabilité, ça va être l'eau. Puis, entre les deux, ça va être l'huile qui va être utilisée. Donc, ce qu'on a proposé aux utilisateurs, c'est qu'au lieu d'avoir une échelle de temps en échelle horizontale, on leur a proposé une échelle de dimension de tige circulaire, de diamètre de tige circulaire en millimètres. Donc, vous voyez, vous avez trois échelles horizontales. Là. Les chiffres que vous voyez, là, 0.1, 0.2, 0.5 sur la première échelle du haut, c'est des diamètres de barre en millimètres. Et il y a trois échelles. Vous avez trois échelles correspondant à chacun des milieux de trempe possibles. Donc, l'échelle du haut, c'est marqué air cool. Ça, c'est trempe à l'air. Vous avez la trempe à l'huile, puis vous avez une échelle pour la trempe à l'eau. Donc, vous voyez, on offre à l'utilisateur, on leur permet d'aller voir les phases qu'ils obtiennent et la dureté, éventuellement, je vais vous le montrer aussi, en fonction d'informations très terre-à-terre que l'utilisateur a à sa disposition, en l'occurrence la taille de la pièce à tremper et les trois milieux de trempe bien précis. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, soit c'est en passant, l'échelle horizontale, c'est encore une échelle logarithmique. Okay. Donc, les TRC modifiés, ça offre une meilleure précision dans l'évaluation des phases que les diagrammes conventionnels. Par contre, difficile de prédire les vitesses de refroidissement lorsque le diamètre de la barre augmente. Donc, plus les barres sont grosses, plus il est difficile d'évaluer les phases. L'intérêt de ces diagrammes modifiés-là, c'est que le diamètre des barres est illustré et on a les trois principaux milieux de trempe. C'est plus pratique pour l'utilisateur. Comme je l'ai mentionné tantôt, on part à partir d'informations que l'utilisateur dispose déjà, que c'est facile à comprendre pour lui. Donc la grosseur d'une pièce puis le milieu de trempe. L'interprétation des phases est faite verticalement en ligne droite. Les résultats sont obtenus pour le centre des cylindres. Donc les phases qu'on va obtenir ainsi que les duretés éventuellement, c'est pour le centre des tiges.
Parce que la vitesse de refroidissement, elle n'est pas pareille. Ça, je l'ai expliqué à la capsule précédente. C'est que les vitesses de refroidissement sont plus lentes au centre des pièces qu'à la surface. Donc, les résultats qu'on obtient avec les diagrammes TRC modifiés, c'est en plein centre d'une barre. Puis il est possible d'évaluer les diamètres précis en utilisant les logs, comme je vais vous montrer tout à l'heure. On peut donner les cycles thermiques de transformation des phases et leur pourcentage. Si on connaît la dureté d'une pièce trempée, puis qu'on veut aller savoir comment ça a été, quels ont été les paramètres qui ont permis d'avoir cette dureté-là, on peut faire la démarche inverse et retrouver les phases pour permettre la copie de pièces dispendieuses. Autrement dit, d'aller chercher le milieu de trempe qui a servi à obtenir la dureté qu'on a eue. Les résultats de dureté sont pris sous la courbe Haskell. Ça, je vais vous montrer ça à un autre moment donné, c'est pas tout de suite. Je vais faire un exemple. Donc, on nous demande, dans chacun des médiums, médium c'est le milieu de trempe, déterminer les phases en présence au centre d'une barre, d'une tige de 10 mm de diamètre pour un acier au carbone ordinaire contenant 0,38% de carbone. Donc là, on va utiliser le diagramme, donc autrement dit, là, c'est le 1040. Quand on parle d'un acier ordinaire contenant 0,38% de carbone, c'est l'acier 1040. Et là, ce que je vous présente ici, c'est justement le diagramme TRC modifié de l'acier 1040. Et là, on nous demande, pour une tige de 10 mm, pour chacun des milieux de trempe, d'aller voir les phases qu'on obtient lors d'un refroidissement. Donc là, je débarque un petit peu de mon PowerPoint. Je vais faire un petit zoom ici, par exemple. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est de placer la barre, une droite, c'est-à-dire de référence, verticale, parce que tantôt on a dit qu'on lisait verticalement. Donc verticale ici. Puis on nous demande pour 3 milieux de trempe, qu'est-ce qu'on va avoir? Mettons, on prend la tige de 10 mm, on la sort du four, puis on la trempe dans l'eau. Quelles vont être les phases au centre de la barre? Donc, là, si je veux répondre à la première question, c'est-à-dire je vais commencer par la trempe à l'eau, il faut donc que je me serve de l'axe de trempe à l'eau, puis que je place ma ligne de référence, ma droite de référence, vis-à-vis 10 mm, ici. Donc, l'axe de trempe à l'eau, c'est le troisième axe en bas, water quench. Et là, je place ma ligne droite vis-à-vis 10 mm. Et là, vous voyez, en lisant verticalement, je suis capable de voir que ici, on a le sténite instable. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben, je ne rentre, la droite ne traverse que la zone martensite. Donc, la zone que vous voyez à gauche en bas, c'est la zone martenstique. La zone intermédiaire que vous voyez au milieu, qui est identifiée bénite, ça c'est la zone de la bénite, et complètement à droite, la zone ombragée, c'est ferrite, et la zone complètement noire, c'est la zone de la perlite. Donc là, on est en mesure de voir que la droite verticale de référence ne passe pas à travers ni la bénite, encore moins la ferrite primaire et la perlite. On conserve toute l'austenite pour en produire de la martensite jusqu'à la fin. On connaît même la température de début de transformation, fin de transformation. Voilà. Donc, quand on trempe à l'eau, on a donc 100% de martensite au centre de la barre de 10 mm de diamètre, pour un 1040. Maintenant, l'huile et la bénite, ben là, faut, c'est-à-dire l'huile, pas l'huile et la bénite, mais pour une trempe à l'huile, si on prend cette tige-là, puis au lieu de la tremper à l'eau, on la trempe à l'huile, donc il s'agit de déplacer notre droite vers 10 mm sur l'axe de la trempe à l'huile, qui est à peu près ici, là. Je ne suis pas capable de faire mieux comme déplacement précis. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Et on remarque cette fois-ci que lorsque je suis la ligne verticale en descendant, l'austenite commence à se transformer en bénite. Je forme de la bénite. Et là, je finis par atteindre une frontière qui sépare la zone martensitique de la zone bénitique, en oblique. Vous voyez que les courbes, vous avez 5 courbes. Remarquez là, dans la zone bénitique, ben, la première, c'est la courbe de début de transformation. La deuxième, c'est 10% de transformation.
La troisième, elle est au centre, c'est 50% de transformation. La quatrième, c'est 90% de transformation. Et finalement, la dernière, c'est transformation complétée. Vous observez que la ligne rouge droite, lorsqu'elle quitte la bénite, on la quitte, on sait qu'on traverse, premièrement, on traverse le début de transformation, on atteint la ligne de 10% de transformation. Ça veut aussitôt dire qu'on a fait au moins 10% de bénite. Puis quand on quitte la bénite pour aller dans la martensite, la droite traverse à quelque part entre 10% et 50%. Donc on est, je dirais, un tiers plus près du 10%, puis deux tiers. Donc on pourrait faire une règle de 3 puis dire, bon, j'ai fait à peu près là, 20% de bénite. Parce que je sors bien avant 50, mais après 10. Et si je fais une règle de 3, là, en comparant la distance par rapport à 10 et à 50, ça donne grosso modo 20%. Donc, et là, après ça, on rentre dans la martensite. Donc, ça veut dire que 80% de sténite pas transformé encore au moment où on transforme en martensite. Donc, 80% martensite, 20% bénite. Si on trempe cette tige-là dans l'huile. Et finalement, si on la laisse refroidir à l'air, on ne peut pas dire trempe à l'air ici parce que c'est un acier qui a une faible trempabilité. Il ne faut pas de martensite. Donc, je m'enligne vis-à-vis 10 mm en refroidissement à l'air. Puis on remarque quoi? Ben, on remarque qu'on fait de la ferrite primaire. On la fait toute. Étant donné que c'est un acier 1040, là, si vous faites la règle des bois de levier inverse, là, vous êtes censé avoir un 54% ferrite. Donc, on voit que, vous voyez, la ligne pointillée, là, on la traverse, fait que c'est 50. C'est un peu légèrement au-dessus de 50. Donc, mettons 54-55% de ferrite. Ensuite, on rentre dans la perlite. Puis, vous remarquez qu'on fait de la perlite, mais après ça, on rentre dans la bénite un peu. Puis, quand on rentre à l'endroit où ce que la courbe de 10%, 90% de transformation passe. Donc, quand je rentre dans la bénite, j'ai 90% de sténite transformée. Je sais que j'en ai fait 54% de ferrite. Donc, le pourcentage de perlite faite est donc de 90 moins 54. Ça fait 36. Et puis, là, je rentre exactement dans 90%. Donc, j'ai encore 10% de sténite pas transformée au moment où je rentre dans la bénite. Donc, et là, quand je sors de la bénite, je fais pas autre chose, on ne traverse pas martensite, donc forcément, j'ai fait 10% de bénite. Et donc, dans le cas d'un refroidissement à l'air, d'une tige de 10 mm de diamètre d'un 1040, au centre de cette tige-là, on devrait se retrouver avec un mélange ferrite-bénite-perlite, donc à raison de 54% de ferrite, 36% de perlite, puis 10% bénite. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair. J'espère que oui. Je vais faire un deuxième exemple. Donc là, cette fois-ci, on va faire un deuxième exemple avec un acier qui a une meilleure trempabilité, donc qui contient des éléments d'alliage, entre autres 1,5% nickel, 0,3% molybdène, puis 1,2% de chrome, puis encore, grosso modo, la même teneur en carbone, 0,4% de carbone. Donc ça correspond, là, cette composition chimique-là là, correspond au 4340. Un acier qui a une bien meilleure trempabilité que le 1040. Et on le voit là, de par son diagramme. Vous voyez que le diagramme est différent du diagramme précédent. Ce qu'on voit, c'est que la zone martenstique, elle est beaucoup plus large. Elle s'étend sur un domaine plus grand. Et puis, le domaine bénétique qu'on voit tout de suite après. Et vous voyez que la ferrite et la perlite, ben, elle occupe une très petite place. On n'a pas tout représenté. Okay? Donc, on se limite jusqu'à un certain diamètre de tige. Là, ça se rend jusqu'à 2000 mm. 2000 mm, c'est quand même 2 mètres refroidissement à l'air. Donc, on se limite à ça. Et là, on va faire le même exercice avec la même tige. 10 mm, on la trempe dans l'eau. Fait que là, je vais diriger ma petite droite vers 10 mm
dans la trempe à l'eau. Puis on n'a pas besoin de chercher longtemps, là. C'est tout en martensite. Hein. On évite la zone bénétique, mais de très loin. Donc, tremper un 43-40 dans l'eau, là, ça donne assurément 100% martensite. On le voit très bien. Mais je tiens à dire qu'en pratique, on fait jamais ça. OK? Parce que l'acier, le 43-40, c'est un acier qui a une excellente, ben, une très bonne, pas une excellente, c'est relatif, mais a quand même une bonne trempabilité pour justement faire en sorte de ne pas avoir besoin de le tremper à l'eau. Je vais vous expliquer ça exactement pourquoi plus tard dans la session, pourquoi il faut éviter à tout prix de tremper un acier comme du 43-40 à l'eau. Ça crée, c'est certain que ça va faire de la martensite, mais on risque de créer un problème très important. Je vous en parlerai en temps et lieu. Par contre, les 43-40, on a beaucoup plus l'habitude d'être trempés à l'huile. Donc, si je trempe à l'huile une tige de 10 mm dans l'huile, donc, oui, à l'huile, justement, je me mets ici. Et voilà. Et on voit qu'ici, on forme que de la martensite. Encore une fois, ce qu'on n'avait pas réussi à faire avec le 10-40. Quand on trempait le 10-40 à l'huile, là, on faisait un mélange de bénite et de martensite. Tandis qu'ici, on transforme tout en martensite. Et si je sors la pièce du four pour appeler une trempe à l'air, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on fait encore 100% martensite. On évite encore la bénite. Donc, c'est un acier, il a une bonne trempabilité. Okay? Ça veut dire que même en le laissant refroidir à l'air, une tige de 10 mm de diamètre en son centre va réussir quand même à tremper complètement. Ça fait que de la martensite. Puis, j'avais oublié de faire la remarque tout à l'heure, mais je tiens à le remarquer ici, c'est que les diagrammes TRC modifiés permettent de lire directement la vitesse de refroidissement. Vous avez un autre axe horizontal, le cooling rate, okay, qui donc permet de connaître précisément la vitesse de refroidissement au centre de la barre. Donc c'est toujours pour le centre de la barre les informations que le diagramme. Donc on sera capable de dire là que c'est une échelle logarithmique encore. Hein, les maudites échelles logarithmiques, là, mais c'est ça. Donc on est à peu près à 300 degrés Celsius par minute de refroidissement. Parce que là, on voit que la droite, là, si on fait une trempe à l'air d'un 43-40, c'est le taux de refroidissement au centre de la barre de 10 mm. Là, c'est ce que ça donnerait. Là. Voilà. Donc, c'est des informations qui peuvent être très utiles pour l'utilisateur. Ça facilite son travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Quelles sont les phases et les proportions de phases pour une pièce d'acier 1045, 10 mm de diamètre, encore une fois, trempée à l'air, déterminer aussi la dureté. Oh, troisième exemple, avec du 1045 cette fois-ci. Donc, vous avez ici le diagramme du 1045. Donc, on va refaire un troisième exemple, histoire de m'assurer que c'est clair. Mais, vous êtes en mesure de remarquer que... Je vais faire une petite montée ici du diagramme. Je vais juste dézoomer, comme ça. Il y a un autre graphique qui a été ajouté en bas du diagramme TRC. C'est les courbes qui vont nous permettre de trouver la dureté. Parce que c'est ce qui nous manquait comme information. Tant dans les diagrammes TRI que dans les diagrammes TRC conventionnels, on est en mesure d'aller voir la dureté obtenue. On est aussi en mesure de le faire avec les diagrammes TRC modifiés, en utilisant les courbes qui sont dans la partie inférieure du diagramme. Donc, hardness after transformation. Donc, dureté après transformation. Donc, je vais faire cet exemple-ci pour l'illustrer. Vous avez ici le diagramme TRC modifié du 1045. Là, on nous demande refroidissement à l'eau pour une barre de 10 mm. Fait que je me mets ici. Et au centre de la barre, ben, on est en mesure de voir qu'on a 100% martensite. Puis, quelle dureté qu'on a? Il s'agit d'aller lire la courbe. Là, je vais faire mettre ça ici, là, comme ça. Donc, il s'agit d'aller lire le croisement de notre droite rouge verticale avec la courbe la plus élevée. Vous avez toute une série de courbes à différentes hauteurs. Là. Bien, vous prenez la courbe la plus élevée, puis au croisement, vous pouvez lire sur deux échelles. Il y a deux échelles. Celle à gauche, verticale, c'est la dureté Vickers.
Et de l'autre côté, à droite, on nous la propose en recoilcé. Donc, on va lire au croisement, horizontalement. On peut dire qu'on est autour de 600, je dirais là, autour de... Là, j'ai marqué 610 sur ma présentation, mais quand je lis, on est plus autour de 625. Donc, 625 Vickers. Donc, je vais le corriger ici. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est 610. On va être un petit peu plus précis. 625 Vickers. Ici, c'est probablement la même chose aussi. Comme ça. Ah. Et puis, on peut lire de l'autre côté, horizontalement. On est en mesure de voir qu'on est à autour de 58 à peu près. 57-58 recoilcé. Donc, c'est ce qu'on a. Les autres courbes qui viennent en dessous, il est trop tôt pour vous en parler. Mais éventuellement, je vais vous en parler à quoi qu'ils servent. Donc, on prend tout le temps la courbe brute de trempe. Lorsque c'est seulement une trempe qui a été faite, on lit la dureté sur la courbe supérieure, la plus élevée. Si on refait l'exercice pour les deux autres milieux, comme pour l'huile, par exemple, l'huile, 10 mm, on a 100% martensite encore avec la même dureté, on arrive au même endroit sur la courbe, grosso modo. Et si je refais pour un refroidissement à l'air, je me mets sur 10 mm sur la droite correspondant au refroidissement à l'air, ben là on est en mesure de voir que cette fois-ci on fait de la ferrite primaire. Et puis, on passe la courbe, avant de quitter la ferrite primaire, on traverse la courbe de 10% de transformation. Fait qu'on fait au moins un petit peu plus que 10% primaire, mais on sort avant le pointillé. OK? Donc, le pointillé, ça, c'est à peu près, ça correspond à la quantité de ferrite primaire qu'on peut faire. Donc, on pourrait dire qu'on fait là autour de 10% ferrite primaire, là, parce que ma courbe est légèrement décalée. Donc, on quitte la ferrite à la courbe correspondant à 10% de transformation. Fait que, grosso modo, là, on peut dire qu'on a fait 10% de ferrite primaire. Et on évite la zone de la perlite, qui commence avec le pointillé. Donc, on ne fait pas de perlite. Puis ensuite, là, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas le diagramme du 1045. Après moi, c'est plus celui du 1060. En tout cas, peu importe, là, c'est pas grave. Parce que le pointillé, je le trouve très haut. Là. Je suis trop proche du 10%. Bon, c'est pas grave. Fait que ça ne change pas sur la teneur en ferrite formée. On fait pas de perlite, parce qu'on évite la zone de la perlite. Et puis là, après ça, on fait de la bénite. On rentre dans la zone bénitique. On traverse même la ligne de 50. On traverse même la ligne de 90. Puis on quitte la bénite entre la courbe de 90% de transformation et de 100%. Donc, admettons, en temps mi-chemin, entre 90%, là, on pourrait dire 95 ou 96. Donc, ça veut dire que quand on traverse la ligne pointillée qui sépare la zone bénitique de la martensite, on a 95-96% d'austenite transformé. Donc 4-5% d'austenite pas transformé encore. Ou 5-6%. On pourrait endurer ça à 6%. Parce que c'est marqué 6% sur ma présentation. Fait que si je veux être cohérent avec ce que je dis. Bon. Fait que disons qu'on a 94% d'austenite transformé. Donc 6% d'austenite qui va se transformer en martensite. Donc 6% martensite. On sait qu'on a fait 10% de ferrite. Donc la balance, c'est 10 plus 16, fait 84% de bénite forcément. Et la dureté, si on continue le prolongement de la droite verticale rouge jusqu'au graphique en dessous, jusqu'à la courbe, au croisement de la courbe, on peut lire horizontalement de chaque côté, là, tant du côté recoilcé que viqueuse, qu'on obtient à peu près autour de 35% recoilcé, ou encore autour de 340 viqueuses. Voilà. Donc, je poursuis un petit peu plus loin pour terminer avec ça. Donc ça ici, c'est mes calculs que j'ai fait là, pour en arriver au 84% bénite. J'ai tout simplement mesuré
On peut mesurer la distance qui sépare le point de croisement de la ligne avec les limites de 90 et 100 avec des petites règles de 3 pour en arriver à avoir une estimation. C'est ce que je montre ici, là. Je vais faire un dernier exemple. Quel serait le diamètre équivalent dans la dureté et les phases pour une trempe à l'huile d'un acier 4135? Donc, un acier 4135. Là, j'ai oublié de mettre le diagramme, par exemple. Donc, je pense que je vais laisser faire cet exemple-ci pour cette capsule-ci. Je la représenterai l'exemple dans la capsule suivante parce que là, je viens de percevoir qu'il me manque peut-être un diagramme pour être capable de répondre à la question. Voilà. Fait que je termine la capsule ici.